mis à part mon nom, que vous connaissez déjà, je n'ai pas beaucoup, je suis un homme sans histoire, sauf que peut-être, je dirais, parce que nous avons l'habitude, nous Comoriens, de se présenter avec nos villes et villages. Bon, moi, je vais me présenter toujours comme je suis né à Ngazidja. Je n'ai jamais donné mon village natal parce que je considère que je suis né à Ngazidja. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a là où je suis tombé, là où ma mère m'a fait naître, mais quand même, après ma naissance, j'ai vécu dans pas mal de villes et villages à Ngazidja. J'ai fait ma cursus scolaire primaire à Ikoni. J'ai fini là-bas mon primaire à Ikoni et puis après j'ai quitté Ikoni, je suis rentré dans mon village qui est Pidjani dans le Badjini. J'ai fait seulement 2 ans là-bas et après je suis allé à Nsujini. Tous ces villages-là, j'ai suivi mon père parce que mon père c'est un homme qui s'est marié à beaucoup de femmes, donc j'étais, comme dira le Ngazidja, sa valise. C'est comme si sa valise m'amenait là où il allait. Donc, puis après, quand j'ai eu, à Nsujini, j'ai commencé le collège et puis je suis de la première promotion de la lycée de Nsujini déjà. J'ai eu mon baccalauréat à Nsujini et puis après j'ai quitté le Congo pour venir ici au Sénégal. Quand je suis venu ici, je voulais faire philosophie, mais après j'ai changé, je me suis orienté dans le département d'anglais. Aujourd'hui, je suis docteur, alhamdoulilah. Voilà. À part ça, mon cursus scolaire, j'ai eu pas mal d'expériences. Mais la plus marquante ou les plus marquantes, c'est mon expérience en tant qu'ambassadeur du Next Nation Forum de 2017 à 2019 au Rwanda, Kigali. J'ai eu à enseigner aussi au Sénégal dans des écoles supérieures privées en tout cas, fréquentées par des Comoriens. Voilà, je pense que c'est ce que je peux dire sur ma vie. Voilà, je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Les 2 enfants sont nés ici. Et déjà même le premier enfant, il porte le nom de cette université, Chanta Diop. Donc voilà, le deuxième, je voulais lui donner une personnalité très importante pour les Sénégalais, chez Ahmad Bamba, mais les parents en Comores ont refusé. Ils ont dit non, tu ne peux pas donner petits enfants le nom des Sénégalais. Donc voilà, donc c'est tout moi. Voilà. Merci. Après le bac, quelle filière avez-vous choisi et pourquoi? Alors, pour la première question, qui est quelle filière j'ai choisi en venant ici au Sénégal, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai choisi la philosophie. Et juste, je pense que nous avons fait un forum, l'association des étudiants communs au Sénégal, sur l'éducation, tout ça. Et parmi les thèmes développés dans ce thème, qui est développement humain, en tout cas, et réforme éducative, nous avons évoqué beaucoup sur la question d'orientation. Je pense que quand je suis venu ici, je voulais faire philosophie uniquement parce qu'il y avait un professeur qui nous impressionnait, en tout cas, je voulais lui ressembler seulement. Donc là, je suis venu ici, l'idée de faire la philosophie, mais quand je suis venu ici, j'ai vu que tout le monde, tout Comorien en tout cas, qui s'inscrivait dans le département de philosophie, il faisait au moins 2 ans pour chaque classe. Et ça m'effrayait, je disais que je ne suis pas prêt à perdre toutes ces années-là pour avoir une licence, la licence ou le master. Donc là, j'ai changé. Heureusement, j'avais une bonne, parce que j'étais déjà inscrit au département, disons orienté, mais quand même, comme j'avais une bonne note en anglais, baccalauréat, donc là, quand j'ai voulu changer, ça n'a pas été un problème, donc on m'a orienté au département d'anglais, donc là où j'ai fait une lettre anglaise jusqu'à licence. C'est à partir de licence, disons, 2e semestre de licence, que j'ai commencé à m'orienter dans les études africaines et postcoloniales. Donc, en 3e année, l'étudiant, on lui présente 5 ou disons 4 spécialités. Il y a linguistique, il y a études africaines, il y a études américaines, il y a études britanniques. Voilà, et j'ai choisi l'étude africaine. Je me rappelle qu'en première année, et ça je l'ai évoqué lors de ma soutenance, j'ai eu 0 sur 20 en civilisation africaine. Donc l'examen portait sur l'Empire du Mali. Donc c'est des questions qu'on ne parle jamais aux Comores. On ne nous enseigne pas l'histoire de l'Afrique de manière générale. En tout cas, on ne parle pas déjà de l'histoire des Comores, on ne parle plus de l'histoire de l'Afrique de manière générale. Donc j'ai eu 0 en civilisation. C'est pourquoi quand je suis venu en licence,
je me suis dit que, parce que quand on dit études américaines, là c'est ça qui était à la mode, tout le monde voulait devenir américain, en tout cas connaître l'Amérique. Beaucoup de mes camarades ont choisi études américaines, parfois études britanniques. Nous étions plus les gens qui ont choisi l'étude africaine, mais moi je me suis dit qu'avant de connaître les autres, les Américains ou les Britanniques, il faut que je me connaisse moi-même, il faut que je connaisse l'Afrique. C'est pourquoi j'ai choisi études africaines et postcoloniales. On étudie la civilisation, la littérature africaine, bien sûr, en anglais. Voilà. Pour revenir à votre question, le sujet de ma thèse, je me rappelle en première année de master, j'ai écrit un rapport en première année et puis mon master, j'ai écrit aussi le mémoire et ça portait sur la quête de l'unité africaine de 1863 à 2002, voilà, parce que c'est l'année où on a changé l'unité africaine, ou sinon disons l'organisation de l'unité africaine à l'unité africaine tout court, Union africaine. Donc c'est ça le sujet de mes mémoires, de master. Quand je suis venu quand je me suis inscrit en doctorat, on a amélioré le sujet, c'est l'intégration africaine de manière générale, mais maintenant c'est le passé, le présent et le futur. Donc là on parle où en est le projet même de l'unité africaine. D'où vient-il même? D'où vient-il? Où nous en sommes? Où nous voulons aller? Ou quel est le futur? Qu'est-ce que cette organisation nous réserve? Qu'est-ce que, en tout cas, où en est le projet, etc. Donc voilà ici l'idée même. Donc là ça a évolué. J'ai parlé de la civilisation, de la civilisation africaine de manière générale, mais on a centré parce que c'est le projet phare de tous les Africains, depuis les indépendances jusqu'à maintenant, on parle d'intégration africaine. Donc quand on parle de civilisation africaine, ça c'est une question très centrale dans cette quête de libération des Africains. Voilà de manière générale ce qui consiste ce sujet. L'unité africaine, c'est une des questions qu'on développe dans le panafricanisme. Le panafricanisme englobe beaucoup de sujets et parmi les sujets développés, c'est l'unité africaine. Au début, quand on veut définir cette question de panafricanisme, le panafricanisme est voulu juste pour libérer les peuples africains politiquement, culturellement, socialement. Et à partir de 1945, la question a évolué et est devenue économiquement. Déjà même, les pères fondateurs, où on peut citer Kwame Nkrumah qui était présent dans la réunion de Manchester, avec William Du Bois et les autres, ils ont compris qu'aujourd'hui, pour libérer les peuples africains, il ne faut pas centrer seulement sur la culture, il ne faut pas centrer seulement sur la politique. Il faut surtout libérer les peuples africains économiquement parlant. Donc là, j'ai évoqué tout à l'heure William Du Bois. Je me rappelle que William Du Bois était en conflit d'idées avec un certain Booker T. Washington aux États-Unis, parce que chacun avait sa philosophie de libération des peuples africains, en tout cas ceux qui vivaient aux États-Unis. Chacun voulait libérer les peuples africains en les inscrivant dans les écoles pour compétir, devenir comme les Blancs, avoir des diplômes, etc. Il y a un autre, ça c'est l'idée de Du Bois. Booker T. Washington, lui, voulait que l'Africain, en tout cas aujourd'hui on les appelle African American, avant on les appelait Black American ou Black African ou les négros même. Donc il voulait que le nègre travaille dur et qu'il se libère économiquement déjà en travaillant dur, soit en devenant chanteur ou sinon en devenant sportif, soit en devenant... Et là vous allez voir déjà après qu'aux États-Unis nous avons beaucoup de négros africains qui sont devenus des meilleurs, des champions même en sport. Par exemple, vous pouvez citer Mohamed Ali, vous pouvez citer Mike Tyson et autres. Ils sont devenus aussi des champions dans le basketball. Donc là, eux, ils ont suivi l'idée de Booker T. Washington que pour se libérer, et là déjà ils sont devenus des champions dans la musique, etc. Pour se libérer, on doit se libérer économiquement. Et pour se libérer économiquement, ce n'est pas les études, ce n'est pas en passant des années dans les écoles, mais plutôt en travaillant dur, peut-être avec la musique, le sport, etc. et avoir de l'argent. À ce moment-là, nous serons égal à égal, peut-être même au-dessus des hommes blancs qui le pressaient, qui le minimisaient, qui le opprimaient, etc. Donc là, ils ont suivi cette idée-là. Donc là, en venant en 1945, je pense que l'idée est devenue générale. À ce moment-là, ce n'est pas William Du Bois qui gagne, mais c'est Booker T. Washington qui gagne, parce que tous les panafricains ont adopté l'idée selon laquelle on doit libérer l'Africain économiquement.
Donc cette question du panafricanisme qui était plutôt politique, culturelle, sociale est devenue maintenant économique. Et là, en joignant toutes ces idées-là, on a eu l'idée qu'il faut fédérer les Africains, que ce soit des Africains de l'intérieur, mais aussi des Africains de l'extérieur. Marcus Garvey même, qui a initié l'idée même de migrer de l'Amérique vers les pays africains pour unir les pays africains, ou unir les Africains en tout cas. Donc là, il fallait que ça commence par les Africains eux-mêmes qui vivaient, qu'on appelle les indigènes, qui vivaient déjà dans les terres africaines. Donc l'idée a évolué jusqu'à devenir l'idée de fédérer les pays africains, dont 1963, les présidents africains ou les dirigeants africains se sont réunis à Addis Abeba pour parler de cette question d'unité. Vous savez qu'avant cette date, avant même les indépendances et juste après les indépendances, le continent était déchiré. On parle des 3 blocs, on parlera des blocs de Casablanca, le bloc de Monrovia, le bloc de Brazzaville. Ce sont des idées ils étaient unis sur des idées qui ne faisaient pas l'unanimité, qui ne faisaient pas en tout cas le bien du continent africain. Mais à partir de là, en tout cas de 1963, ils ont accepté, tout le monde a accepté de fédérer les pays africains. Quand je dis fédérer, en tout cas entre guillemets, parce qu'ils ont créé l'organisation de l'unité africaine, que même si beaucoup de chefs d'État comme Kwame Nkrumah ne voulaient pas que ça finisse comme ça, mais en tout cas ils voulaient une unité forte, une unité qui va en tout cas compétir comme l'UE ou les États-Unis d'Amérique. Donc aujourd'hui, nous avons cette organisation qui a évolué en 2002, comme je venais de le dire, qui est devenue unité africaine, donc avec beaucoup de projets, mais projets sans réalisation, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, en tout cas, au moins, les Africains parlent avec, entre guillemets, une seule voix sur des questions comme des questions de libération, des questions de l'indépendance. En tout cas, les Africains ont parlé avec une seule voix. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons quasiment la totalité, si ce n'est peut-être 3 ou 2 îles qui ne sont pas libérées, Mayotte et une autre île que je ne connais pas, j'ai oublié le nom. Donc, tout ça, c'est grâce à cette unité africaine qu'on a pu libérer les pays africains. Alors, comme je viens de le dire, mon sujet était déjà l'unité africaine, passé, présent et futur. Donc là, je voulais déjà montrer que cette idée d'unité africaine vient des Africains anciens. Et quand je dis ça vient des Africains anciens, bien sûr, ils ne parlaient pas comme nous parlons aujourd'hui. Ils ne parlaient pas de fédération, ils ne parlaient pas d'unité culturelle ou unité, parce qu'ils étaient déjà unis culturellement. Et là, on l'avait démontré par les langues. Vous savez qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle langue africaine, une langue qui n'est pas polluée, chaque langue africaine, ça veut dire que toutes les langues africaines se ressemblent. On peut prendre par exemple, ça c'est la conclusion même des Chanta Diop, que le Wolof ou le Serer est descendu directement de la langue ancienne de l'Égypte. Mais mis à part tout ça, on peut prendre par exemple le Swahili. Ça j'ai démontré déjà même dans ma dissertation et je l'ai défendu même devant les jurys. Que le Swahili est connu, il est parlé en tout cas en Afrique de l'Est, on peut parler de Tanzanie, Kenya, etc. Mais vous allez jusqu'en Afrique centrale, il y a des pays qui parlent le Swahili. L'exemple du Congo, il y a une partie du Congo qui parle le Swahili. Et même les autres parties de l'Afrique centrale, même s'ils ne parlent pas directement le Swahili, mais leur langue est beaucoup plus influencée par le Swahili. Vous prenez par exemple le Peul aussi, parlé ici en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas seulement au Sénégal où on parle le Peul, mais vous allez dans les autres pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest de manière générale, il y a beaucoup d'influence de cette langue Peul, par exemple au Nigeria, par exemple, pour montrer quoi? Pour montrer que déjà les Africains étaient unis. Et linguistiquement parlant, il y a un philosophe ou un linguiste qui a dit que la langue, c'est l'expression d'une culture. Et effectivement, que quand vous partagez la même culture, vous aurez tendance à partager la même langue, c'est une évidence. Pour dire que déjà, la première conclusion était de montrer que les Africains étaient unis culturellement, et la culture, il y a les langues, mais aussi la culture. On peut parler du fait que la circoncision, aujourd'hui, c'est avant que l'islam a amené aux musulmans, les Africains se circoncis avant, et même aujourd'hui, même les non-musulmans se circoncis aujourd'hui en Afrique.
Il y a aussi la polygamie. La polygamie, ce n'est pas seulement les musulmans qui le font en Afrique, même les non-musulmans font la polygamie. Et tout ça, ce sont des cultures africaines. Pour montrer que de l'Est jusqu'à l'Ouest, du Nord jusqu'au Sud, les Africains font la même chose en parlant de la culture. Pour montrer que déjà culturellement parlant, et linguistiquement parlant, les Africains étaient unis. Donc, il y a aussi le fait que même si, comme je viens de le dire, on ne parlait pas de politique, ça veut dire quand on parle d'unité, ce n'est pas l'unité comme nous connaissons aujourd'hui, où on parle d'un seul président, on parle d'un seul parlement, une seule présidence. On était unis du fait que les empires, parce que l'Afrique était constituée des empires, des royaumes, chaque empire, chaque royaume faisait la guerre pour prendre l'autre empire ou pour prendre l'autre royaume. Donc là, les Africains étaient unis avec cette politique de fédérer les empires. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Empire Mali, l'Empire du Ghana. Tous ces empires-là sont devenus, bon, avant c'était l'Empire Ghana, l'Empire Songhai, après sont devenus l'Empire Mali qui unissait tous ces empires-là ou tous ces royaumes-là. Donc là, pour venir au présent, la conclusion, c'est j'ai pu montrer que malheureusement, l'unité africaine a vécu, je pense, si ce n'est pas 60 ans, c'est plus. En tout cas, c'est pas moins, mais il n'y a rien de plus concret qui a été fait. Si ce n'est la libération, comme je vous l'ai dit, des pays africains. Mais même cette question de libération, des indépendances, il y a même une petite défaite qui est nos îles de l'océan Indien qui sont toujours au milieu de l'impérialisme, que les Africains n'ont pas su les prendre. Mais quand même, c'est une des choses qui fait que l'unité africaine aujourd'hui est souvenue, ou en tout cas remerciée. J'ai projeté le futur en disant qu'aujourd'hui, cette question de l'unité africaine repose seulement sur les épaules de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est tellement réveillée partout en Afrique où vous attendez des questions panafricaines. Il y a des panafricains, même s'ils ne sont pas reconnus par l'organisme de manière officielle. En tout cas, ils travaillent au profit de l'unité africaine, au profit du panafricanisme. Aujourd'hui, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Kenya, vous attendez des questions panafricaines qui appellent à l'unité économique, à l'unité politique et à l'unité, tout ça, pour dire que ce ne sont pas, en tout cas c'est la conclusion que nous avons tirée, ce ne sont pas les leaders politiques que nous avons l'habitude de les entendre sur des questions panafricaines. Seulement aujourd'hui, un leader politique comme Alpha Condé se proclamera panafricain juste parce qu'il a besoin de voix, parce qu'il a besoin d'être soutenu par le peuple, mais en réalité, il n'y a aucun dirigeant africain aujourd'hui qui peut se qualifier de panafricain, en tout cas pour la réalité. Donc là, aujourd'hui, la question panafricaine, seulement comme je viens de le dire, et j'insiste sur ça, repose uniquement sur les épaules de la jeunesse africaine. C'est la même jeunesse-là qui appelle à l'unité économique avec le bannissement des francs CFA. C'est la jeunesse africaine qui appelle au retour de l'art africaine. Vous voyez aujourd'hui qu'ils sont prêts à se faire emprisonner, à se faire massacrer en Occident parce qu'ils vont dans les musées prendre par des forces les arts africains. Ils savent qu'ils seront emprisonnés, ils savent qu'ils peuvent payer des amendes, de lourdes amendes après, mais ils prennent le risque parce que ils ont compris que ce ne sont pas nos dirigeants qui vont ramener nos arts en Afrique. Donc là, en un mot, nos conclusions, c'est ça. Donc l'unité africaine a commencé depuis des années. Jusqu'à aujourd'hui, l'unité africaine n'a pas, en tout cas pas grand-chose pour dire quelque chose de positif. Et l'unité africaine repose sur la jeunesse africaine. Ouais. Alors, au risque d'apparaître hypocrite, je dirais que les Comores n'ont pas besoin des gens qui font des longues études. Je m'explique. Parce que j'ai vécu 13 ans ici au Sénégal et ce sont seulement les 3 dernières années que j'ai beaucoup appris dans ce pays. Et là, quand je dis 3 ans, c'est parce que j'avais déjà rédigé ma thèse, j'avais tout corrigé, tout ce que j'avais à corriger, comme je l'ai dit, aucun travail n'est parfait. J'avais laissé ça de côté. Même parfois, quand je prends mon livre, ma dissertation, je lis, parfois ça me donne des frissons, ça me dégoûtait parce que ça a duré. Donc là, ça restait seulement le jour de la soutenance, donc c'est pourquoi j'ai mis ça de côté. Donc là, les 3 dernières années, je me suis concentré sur des petits projets, des investissements, l'entrepreneuriat, etc. Et ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup ouvert les yeux, en tout cas, de la vraie vie, de la vérité sur le terrain. J'ai l'habitude de dire, parce que j'enseigne dans les écoles, je dis qu'il ne faut pas croire que vous allez à l'école et que le diplôme que vous aurez vous donnera un travail et que le diplôme que vous aurez vous donnera la richesse. Ça, c'est pas possible.
la vraie vie, il faut sortir de l'école, il faut abandonner vos diplômes de côté. Parfois, ici en Afrique, nos diplômes nous alourdissent et nous empêchent de voir la vérité en face, nous empêchent de voir la vérité sur le terrain. Cela veut dire quoi? Je me rappelle, pour prendre un exemple, quand Senghor a fini son DA, je pense, il est venu au Sénégal pour faire des recherches en vue de faire sa thèse. Il est venu ici faire des recherches, avoir des données, puis rentrer en France pour s'inscrire en thèse. Mais quand il est venu ici, il a vu la misère qui régnait ici en Afrique. Il a vu les conditions que vivait la population. Il a dit que je ne peux pas retourner en France, il faut que je reste ici, aider mon peuple. Donc là, il a décidé, il a resté installé au Sénégal, il est devenu président, père de l'indépendance même. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour le développement de notre pays, nous devons orienter la population, en tout cas nos jeunes frères, sur des filières, des bases, des filières en tout cas qui donnent des perspectives positives en tout cas. Je l'ai dit lors de la forum de la ESCOS la fois dernière qu'aujourd'hui, littéraire que je suis, au risque d'être insulté par les littéraires bien sûr, parce que quand je l'ai dit, il y a toujours des littéraires qui expriment de mécontentement. Je ne vois pas de quoi je vais contribuer dans mon pays. Certainement, je vais enseigner, je vais écrire des bouquins, etc. Mais le problème aujourd'hui qui touche notre pays, est-ce que c'est au niveau culturel, au niveau littéraire, etc. Notre pays a besoin d'électricité, notre pays a besoin des routes, notre pays a besoin des... Est-ce que pour avoir toutes ces choses-là, pour avoir déjà formé dans ces formations-là, ils ont besoin de faire des doctorats, ils ont besoin de faire des longues études? Je ne pense pas. On a besoin de pousser la jeunesse à entreprendre. Est-ce que pour entreprendre, on a besoin des doctorats, on a besoin des gens qui ont des masters? Je ne pense pas. C'est bien d'étudier, c'est bien d'avoir des diplômes, mais souvent les diplômes alourdissent la personne et il ne voit pas la réalité sur le terrain. Il ne se cherche pas, comme dira le jargon des jeunes. Donc pour dire que certainement, nous devons encourager les jeunes à apprendre et apprendre de plus pour devenir indépendants peut-être. Mais notre pays est reconnu d'être le pays des diplômés. Mais bien que nous sommes beaucoup à être diplômés de master, de doctorat, le développement ne change pas. Je pense que pour que ça change, il faut viser les domaines que nous devons orienter nos jeunes frères. Donc pour dire que je n'encouragerai pas, en tout cas pour le moment, à mes petits frères de pousser, de faire de longues études, mais plutôt des études bien choisies, des études pointues pour un service quelconque, pour sortir le peuple d'une telle situation que vit la population. Pour là, je pense que, comme je l'ai dit, au risque d'être mécompris ou d'être insulté, je ne pense pas que nous avons besoin de faire de longues études pour espérer un développement de notre pays demain. Voilà. Je tiens à vous remercier pour l'invitation et surtout à vous féliciter pour cette initiative de venir auprès des jeunes qui essayent de faire la différence. En tout cas, je pense que c'est quelque chose à saluer. Je remercie Dieu aussi d'avoir été parmi les gens invités dans cette plateforme, parce que cela montre que peut-être j'ai réalisé quelque chose exceptionnel ou pas. En tout cas, j'ai réalisé quelque chose. Donc, remercier aussi ceux de près ou de loin ont contribué à la réalisation de cette chose qui est la rédaction de ma thèse. Ça a fait beaucoup d'années, ça a pris beaucoup d'années et ça a demandé beaucoup de patience de ma part, mais aussi de la part de ma famille. Donc, mais quand même, ils ont su patienter, je les remercie. Sinon, les pressions familiales peuvent pousser d'autres à abandonner. Dieu merci, ma famille m'ont toujours soutenu, bien qu'ils me disaient tout le temps quand est-ce que tu reviens, etc. Mais quand même, ils ont su à comprendre. Donc là, je remercie tout le monde et je remercie aussi la plateforme Comores Initiative. Merci.